Alors, dans ce dossier, dans cet étau qui se resserre contre la Maison-Blanche, on va parler d'un nom inattendu. Il ne l'est plus depuis quelques mois, mais qui est inattendu parce que dans ce monde politique qui s'est créé il y a quelques années autour de Donald Trump, de ce monde MAGA, il y a peu de personnes, ou pas du tout d'ailleurs, qui auraient parié de voir le nom de Marjorie Taylor Greene mis autant en avant, dans un rôle aussi important et qui est devenu désormais un véritable embarras pour Donald Trump. On va parler de Marjorie Taylor Greene et on va parler des survivantes parce que elles sont clés, encore une fois, on le dit, dans tout ça. Et avant de lancer sur Marjorie Taylor Greene et cette extraordinaire interview qu'elle vient de donner au New York Times, on a eu Vanity Fair qui nous a fait Susie Wiles il y a quelques jours, qui était vraiment extraordinaire. On a désormais l'équivalent avec Marjorie Taylor Greene qui revient sur son divorce avec Donald Trump et avec une partie du mouvement MAGA. Vous le verrez. Tiens, le titre d'ailleurs, si tu peux, c'est nous montrer ce titre et ce portrait que l'on voit à l'ampleur. Regardez ce titre, j'étais tellement naïve. C'est un papier que je vous recommande à lire. J'imagine qu'il existe en plus en version traduite. Si tu peux me montrer la photo qui l'accompagne. Des fois, il y a des photos qui parlent aussi énormément. J'étais tellement naïve. Avant de rentrer dans cette interview, dans ce papier de Marjorie Taylor Greene, je sais, et on a souvent exprimé ici les doutes sur ses motivations. Et vous verrez tout à l'heure, on a un extrait de Ro Khanna qui en parle dans cette interview en disant que lui-même, Ro Khanna, il faut que vous compreniez que par exemple, en ce moment, Ro Khanna encourage un impôt sur les milliardaires et que du coup, il y a toute une partie des technoboros, parce qu'il est en Floride, qui a décidé de lancer, comme le fait Donald Trump, de lancer une campagne pour qu'il y ait des primaires contre lui, parce qu'il demande que les riches soient plus taxés, en tout cas qui paient une partie des impôts. Il est inspiré par AOC, par Bernie Sanders. Et lorsque vous avez aujourd'hui Ro Khanna qui dit je me suis trompé sur Marjorie Taylor Greene, et elle est extrêmement sincère, on va en reparler. Mais aujourd'hui, encore une fois, dans une des sources que, encore une fois, merci, auquel je suis abonné grâce au don que vous faites à Maintenant Média, qui est The Bulwark. The Bulwark, je vous rappelle, c'est ce pure player, donc ils sont uniquement sur Internet. Ils ont été créés par des républicains anti-Trump. On retrouve des personnalités qui nous auraient fait frémir il y a 10 ans, comme William Kristol, par exemple, qui sont des intellectuels de la droite américaine. Ils font un formidable travail. Et aujourd'hui, il y avait cet article, Thomas, c'est intro 1, sur Marjorie Taylor Greene, et qui résume parfaitement en fait ce que je pense, en disant, donc l'article, c'est pourquoi Marjorie Taylor Greene me donne de l'espoir. Un article signé par Jonathan D. Last. On parle souvent de ces articles. Je trouve qu'il a vraiment une vision très très juste de la politique américaine. Et ce sous-titre qui est extraordinaire, en disant « Les gens ne changent pas, mais ils se souviennent de qui ils sont ». Et c'est quelque chose qu'il va détailler et qui, d'après moi, bon déjà c'est une leçon de vie, mais qui s'applique à 100% à Marjorie Taylor Greene. Dans cet article, vous le verrez, elle parlait énormément de sa foi et comment elle a reconnecté avec sa foi, et elle s'est rendue compte que Donald Trump, c'était tout sauf un homme de valeur. Vraiment, elle le dit comme ça. Et donc, il dit, voilà, pourquoi j'ai de l'espoir par rapport à Marjorie Taylor Greene? Ce n'est pas parce qu'elle a changé. Il dit, elle n'a pas changé, c'est la même personne. Mais son évolution, c'est de se souvenir de qui elle était et de se dire, tiens, j'ai ces valeurs en moi, c'est mon éducation,
Et pour de multiples raisons, souvent, et elle le reconnaît, des raisons carriéristes, j'ai renoncé à mes propres valeurs. Et aujourd'hui, croyez-moi ou pas, j'ai décidé de reconnecter avec qui je suis vraiment. Je n'ai pas changé. C'est au contraire, je suis revenu qui j'étais avant. Hein, j'ai pas décidé de devenir. Elle est profondément America First et profondément ancrée dans la droite américaine, mais le mouvement MAGA, et ça marche avec plein d'autres personnes, l'a fait renoncer à qui elle était. Ce que raconte Last, et c'est pour lui une raison d'espoir, il dit on peut être de droite comme on peut être de gauche, mais à la fin, ce qui compte, c'est les valeurs. Parce que c'est ces valeurs, lorsqu'elles deviennent communes, qui permet à un pays d'avancer. Les États-Unis ne se sont pas construites sur la division. Elles se sont construites sur l'union. Et l'union, c'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui politiquement n'avaient pas forcément la même sensibilité, la même philosophie, mais sur les valeurs, avaient la même idée pour faire avancer la nation et à travers cet avancement de la nation, le bien des habitants. Et je crois fondamentalement à ça. Je ne sais pas ce que tu penses de cette idée-là. Ouais, je crois que c'est intéressant qu'on on oublie pour une seconde Marjorie Taylor Greene. C'est impossible de dire qu'est-ce que Marjorie Taylor Greene croit vraiment, à quel point est-ce qu'elle pense à sa carrière, son argent, son grift, et à quel point est-ce qu'elle est sincère. Mais ce concept de dire qu'en fait, ce tournant n'est pas en 180 inattendu, impossible pour d'autres à suivre, mais que ces points qui met en devant en disant que voilà, par exemple, Epstein, QAnon, tout ça, il y a plusieurs, on l'a vu avec les casquettes qui brûlaient, il y a une énorme partie du camp MAGA qui est allé avec Trump parce qu'il pensait vraiment qu'il pouvait sauver des enfants, sauver des victimes dans l'affaire Epstein et entre autres. Et pendant le chemin, ils sont devenus aveugles parce ils croyaient ça, et donc on a commencé à accepter plein de choses que normalement ils n'accepteraient pas. Exactement. Parce qu'en plus, il y a cette culte de la personnalité. On vous a fait toutes des émissions sur ça. Et donc quelqu'un qui arrive à voir, attends, moi je crois toujours au fait qu'il faut sauver des victimes, qu'il y a des complots qui sont terribles, qu'il faut casser, tout ça n'a pas changé. Mais en fait, c'est de comprendre, de voir pour de vrai, est-ce que je suis la bonne direction pour arriver au but de mes valeurs. Ça, je trouve intéressant. Ouais, et on va continuer dans deux autres. On vous a résumé, mais cet extrait où il dit, voilà, c'est si suffisamment d'électeurs républicains suivaient ce chemin-là, ben, peut-être on pourrait remettre ce pays sur les rails. Et c'est là qu'on voit, donc là c'était l'article de Bulwark, et dans l'extrait suivant, je vous ai sorti justement cette déclaration de Ro Khanna qui dit, voilà, j'avais la même opinion caricaturale d'elle, comme tout le monde. C'est impossible, tout le monde, et c'est ce qu'il dit. Hein, je l'ai vu à la Chambre, on s'en souvient évidemment, au-delà de ces déclarations sur tout ce qui est QAnon, etc., etc. On l'a tous vu à la Chambre des représentants avec la casquette MAGA en train de huer, d'interpeller le président des États-Unis à un moment où cela ne devrait pas être le cas. Cela ne devrait pas être le cas. Le discours s'appelle l'état de l'Union, pas l'état de nos divisions. State of the Union. Et donc, il dit, ben voilà, et puis là, j'ai toujours pensé qu'elle était vraiment à l'extrême de l'extrême, donc dans le camp des complotistes, etc., etc. Et il dit, ben non, ben en fait, ma vue a complètement changé. C'est un démocrate qui dit ça, un démocrate proche de AOC et de Bernie Sanders. Il dit, ben voilà, elle a été, et c'est ce point qui est extrêmement important,
elle a été bouleversée, elle va revenir sur ça, avec sa rencontre des survivantes. Et il dit, en fait, finalement, j'ai découvert une personne d'intégrité et de courage en faisant face, quand on pense à la pression. Hein, on parle souvent de Bo Burt qui a été quasiment pris en otage et réveillé par Trump à 5h30 du matin, convoqué dans le Situation Room de la Maison-Blanche, d'expliquer combien elle a eu cette pression parce que contrairement à Bo Burt et à Nancy Mace. Nancy Mace. Nancy Mace, qui ont signé mais qui n'ont pas joué le jeu des médias, elle s'est exposée, elle a été en première ligne. D'ailleurs, quand on voit la photo, tu l'as montré tout à l'heure lors de la conférence de presse devant le Capitole, elle était là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle était là et qu'elle n'a pas demandé à parler. Donc, il dit, voilà, cette idée qu'elle fait ça pour l'attention, à ce moment-là, pour lui, ce n'est pas le cas. Encore une fois, je n'essaie pas ici de faire l'apologie de Marjorie Taylor Greene. Elle a derrière elle tout un passé et un passif qu'il ne faut pas oublier. Elle a devant elle un avenir politique. Je pense qu'en 2028, je voudrais vraiment qu'on fasse une émission prochainement, Cody et Thomas, sur 2028, républicains et démocrates, qu'on s'amuse un petit peu à se prolonger là-dessus. Je suis assez persuadé que vous allez avoir d'un côté un ticket plus ou moins MAGA des héritiers de Trump qui serait celui, en gros, dans un monde idéal vu de leur camp, qui serait J.D. Vance, Rubio, quelque chose comme ça. Et en face, pourquoi pas un ticket, pas dans le camp démocrate forcément, mais opposé dans la droite, ticket Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson. C'est pas de la science-fiction. Donc son avenir politique n'est pas terminé, ne s'achève pas là, et il ne faut pas oublier. Mais sur ce combat, je ne sais pas ce qu'en pense ton chat, Cody, mais sur ce combat, je la crois sincère, je la crois courageuse, je la crois animée de bonnes intentions. Et tout à l'heure, j'ai vu passer, tu as partagé ce message, Thomas, et j'adhère, j'allais en parler, et on le sent dans son interview, où on parlait du point de rupture, et en expliquant que tout le monde, voilà, c'est ça, merci Montréal, MUFC, que tout le monde a son point de rupture, et que pour elle, ça a été l'affaire Epstein. Évidemment, elle le dit dans son interview qu'il y a plein d'autres choses parce qu'elle ne supportait pas, par exemple, la manière dont Mike Johnson gérait le Congrès, en disant que c'était absolument pas juste par rapport aux citoyens américains de ne pas travailler, etc., etc. Mais le point de rupture, c'est l'affaire Epstein, et j'y crois énormément. Je ne sais pas, qu'est-ce que ton chat dit? Oui, on le dit depuis le début que le dossier Epstein n'est pas une question politique. Elle est devenue une question politique de droite contre gauche, ou au moins c'est ce que MAGA essaye de nous mettre. Mais au début, ça reste une question d'humanité. Et est-ce que vous êtes pour ou contre ces survivantes? C'est plus de 1200 survivantes victimes d'Epstein. Et de ce côté-là, c'est très dur de ne pas être du côté de ces survivantes qui, parfois, ne sont plus là avec nous. Et quand on voit les déclarations faites par tout ce groupe, même Nancy Mace, il y a des vidéos quand elle sort d'une conférence de presse, une conférence de presse, mais juste une réunion avec ses victimes, où elle sort complètement en larmes. Et on voit que c'est les moments où on n'est plus dans ce truc, je dois voter avec le parti, je dois voter avec le président. Et c'est ce truc de dire, ok, je suis un être humain, je vais voter avec ces êtres humains qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de justice, comme ça devrait le faire. Ça ne devrait pas être une discussion de est-ce que c'est MAGA, est-ce que c'est démocrate, est-ce que c'est républicain. Non, c'est juste la bonne chose à faire. Et là, c'est un dossier où elle a pris le bon côté. Et tant mieux, et oui, c'est juste parce qu'elle a pris le bon côté sur un dossier, ça ne veut pas dire qu'on approuve de ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire, mais
c'est aussi important de ne pas juste être bloqué sur le fait qu'elle a dit elle a dit quelque chose dans le passé qu'on n'aime pas, donc on peut rien approuver. Sur ce dossier-là, il faut le dire, elle était clé pour la sortie du dossier Epstein. Il faut lui donner ce crédit-là, mais ça ne veut pas dire qu'on approuve du reste, mais sur ce point-là, on est d'accord que c'était quelque chose de très courageux. On est très content de voir ce courage dans un congrès où il n'y a pas beaucoup de courage. Oui, exactement. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Merci de ton retour. Et justement, ce courage, il lui en a fallu aussi énormément pour cette interview où elle revient justement sur Donald Trump. On va en parler tout de suite. Ouais, donc on va revenir sur ce papier donc, qui est titré, je trouve que c'est vraiment le cœur du papier où elle explique qu'elle était tellement naïve et donc elle va revenir, c'est une définition, sa naïveté qu'elle peut appliquer à des tas de sujets. Ça s'applique au mouvement MAGA, ça s'applique à Donald Trump. Et évidemment, ça s'applique à Jeffrey Epstein et à l'attitude de Donald Trump dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein. On va explorer les parties les plus importantes de cette interview. Et aujourd'hui, lorsqu'elle analyse, en fait, ce qui était devant ses yeux, lorsqu'on parle de naïveté, c'est de se dire, c'est pas une excuse en disant, voilà, il faut que vous compreniez, on va y revenir, c'est l'extrait suivant, d'où je viens. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que oui, certes, c'était une promesse de campagne, mais elle dit, en fait, je ne me suis même pas rendu compte que Donald Trump, il avait fait cette promesse de campagne. Et je vous ai expliqué, cette promesse de campagne est faite en 2016, 2015, 2016 pour deux raisons. Ça permet d'éviter à Donald Trump de voir le dossier comme une boule puante ressortir dans sa campagne de ministère en disant « Regardez, non, j'y suis pour rien. Au contraire, c'est moi qui en parle. » C'est une stratégie. La même stratégie, je vous l'avais raconté, a eu lieu en 2004 avec George Bush qui craignait que l'on mette en avant le fait que c'était quelqu'un qui avait évité l'armée, qui avait évité le Vietnam parce que réseau politique, réseau d'amis, etc., son père et tout ça, et que donc face à un candidat démocrate qui était John Kerry, qui voulait mettre en avant le fait que lui avait fait ce sacrifice-là, même s'il est d'une bonne famille, il n'avait pas essayé de se soustraire à ses obligations militaires, il était devenu un héros, et puis après, il avait été le représentant du camp Pacifique. Donc, pour enlever cette force-là à John Kerry, Bush avait attaqué John Kerry. C'est le fameux mouvement du Swift Boat, en disant non, mais en fait, c'était un gars qui était un peu heureux, qui a sûrement menti, etc., etc. Et donc, c'est le principe de prendre sa propre faiblesse, la transformer en force et prendre la force de votre adversaire et la transformer en faiblesse. C'est la manière dont on fait la politique. Et lorsqu'en 2015, Trump se lance dans la campagne, il sait qu'il y a 17 ans d'amitié avec Jeffrey Epstein. Donc, il faut non seulement éviter que l'affaire revienne et qu'on dit « mais regardez, vous n'en parlez pas ». Donc, résultat, il en parle et il utilise ça comme paravent en se disant tiens, ça va permettre de me protéger par rapport à toutes ces accusations de crimes, de gestes sexuels
toutes ces accusations d'abus sexuels, de tentatives de viol, etc., dire non, mais regardez, moi, je veux faire la vérité sur l'affaire Epstein. Et c'est plutôt le camp d'en face, c'est les Clinton, les photos, on les connaît, les voyages, on les connaît, etc., etc. Donc, ça a été une utilisation pratique. Et c'est ce qu'elle commence par ça, en se disant, en 2024, c'est pareil. Je ne me suis pas rendu compte parce que j'étais aveuglé. Et elle ne dit pas qu'elle était aveuglée, elle utilise ça comme une excuse. Elle était aveuglée par un système qu'elle va dénoncer. Et je ne me suis même pas rendu compte, et maintenant avec le recul, je le vois, que c'était le sujet. Trump, il était obligé d'en parler, mais il n'avait aucune passion, aucun véritable intérêt pour la chose. C'était simplement un argument politique. Que des paroles vides. Ouais, que des paroles vides, De exactement. la même manière, c'est vrai, ces photos de Trump avec Epstein, ça fait des années et des années qu'on les a, qui sont connus, et du fait que des gens comme Marjorie Taylor Greene n'ont pas pu voir, attends, mais en fait, le gars, c'était le meilleur ami d'Epstein. C'est, voilà, quand on parle de naïf, c'est la preuve. Oui, et sa naïveté, et là, c'est intéressant parce qu'on sort de l'affaire Epstein, c'est l'article, l'extrait suivant. Vous allez voir, sa naïveté, en fait, elle la lie à un système. Et c'est ce même système, lorsqu'on vous parle de pas de personne qui a changé, mais qui a reconnecté avec ce qu'elle était, vous avez, dans le parcours de Marjorie Taylor Greene, les ingrédients de la fin du mouvement MAGA. Elle dit, ben voilà, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on ne s'informe pas, lorsqu'on est dans ce mouvement-là, on ne s'informe pas à travers les véritables médias, mais on va s'informer à travers simplement cet écosystème de l'extrême droite qui va de Fox News au site internet, au podcast, etc., etc. Et là-dessus, en fait, l'histoire que la droite MAGA médiatique nous vendait n'était pas la réalité. C'est-à-dire qu'on ne nous montrait pas les photos de Epstein et Trump, on nous montrait les photos de Clinton et Trump. Et elle dit, donc, elle vient Epstein, de là. ouais. Et donc, il y a une part de... comment dire ça ? Manipulation. De manipulation médiatique. qui vient du fait qu'elle est dans ce clos fermé. C'est pour ça que moi, à chaque fois ici, dans la mesure du possible, j'essaye de multiplier les sources et de partir à la fois sur des articles plutôt de gauche, plutôt de droite, des trucs qui sont basés sur de l'enquête et des journaux mainstream qui travaillent vraiment pour que justement essayer de ne pas recréer cette bulle. Et donc elle dit le problème, c'est aussi une partie de la solution pour l'après-Trump, c'est que comme moi, il y a des millions de personnes qui sont uniquement dans cette bulle d'information. Et cette bulle d'information, on l'a vu dans cette bulle d'information, il faut placer Kash Patel, il faut passer Dan Bongino avant qu'ils arrivent au pouvoir. C'était en permanence de dire l'affaire Epstein, c'est le Deep State. L'affaire Epstein, ce sont les élites de la gauche aux États-Unis, ce sont les démocrates. Regardez, on a des photos de Bill Clinton. Et ce sont quelques républicains, mais évidemment les républicains qui nous sont opposés aujourd'hui. Les voix de la raison, en fait, la raison, c'est pour se protéger parce qu'ils étaient complices d'Epstein. Ça, je trouvais que c'était très intéressant. C'est sûr. On va continuer, donc on continue dans cette interview et on va rentrer dans ce qui est, on en revient tout à l'heure au point de rupture et on en revient tout à l'heure, Cody nous disait ces images de Nancy Mace qui sortait en pleurs lors de cette réunion. En fait, elle documente sa détermination, y compris à s'opposer à Donald Trump, à cette rencontre avec les survivantes. Elle dit que donc, il y a eu en début septembre cette première réunion. Et là, elle s'est dit, waouh, elle est face à des personnes qui sont venues volontairement. C'est pas des lobbying, c'est pas du lobbying. Elles ont payé, les survivantes ont payé leur billet d'avion pour venir raconter leur histoire. Il n'y a pas une association qui les a fait se déplacer. Elles sont venues et elle dit, je les ai vues de mes propres yeux
de mes propres yeux, me raconter leurs souvenirs en train de trembler, en train de pleurer. Et là, elle s'est dit, je ne suis pas victime moi-même, je n'ai jamais été victime, j'ai eu cette chance-là de crimes sexuels, mais je connais des personnes et ces femmes ne mentent pas. Elles ne sont pas en train de mentir. Elles nous racontent la vérité. Elles nous partagent leurs souffrances et leurs combats. Et c'est ce qu'il a complètement, c'est son point de rupture à elle. C'est ce qu'il a fait complètement changer d'avis sur l'affaire Epstein. Alors on va, évidemment, c'est pas la même expérience, mais vous le savez, les survivantes, et j'adore vraiment quand dans le chat, je vois passer cette vague de bougies et que vous exprimez votre solidarité avec elles et avec ce combat. On va revoir parce qu'il faut le revoir, pas parce que ça permet de se mettre dans les bottes de Marjorie Taylor Greene, mais parce qu'il ne faut jamais oublier ce combat, surtout par rapport à ce que je vais vous raconter dans quelques minutes, ce que Marjorie Taylor Greene raconte dans quelques minutes. Au mois de novembre dernier, lorsqu'il fallait passer justement cette loi-là, il y a eu un spot qui a été fait, ce qu'on appelle un PSA, qui est un Public Service Announcement, donc pour une bonne cause, où elles sont apparues à visage découvert, un petit peu dans le même esprit que cette conférence de presse devant le Capitole. Je vous rappelle qu'il devrait y avoir une autre au mois de janvier, que nous serons là en direct pour vous la faire vivre. Abonnez-vous et cliquez sur la sonnette de notification pour ne pas rater ce qui sera une émission exceptionnelle. Et donc, elles ont fait ce spot pour donner un visage au crime. C'est important. Parce que lorsqu'on vous dit, voilà, il y a 1200 victimes, c'est quelque chose qu'on a du mal en tant qu'être humain à comprendre l'ampleur. Et donc, elles ont accepté de passer devant des caméras en disant, ben voilà, c'était moi. Et il y a une autre chose qui est un frein très souvent, c'est de dire, on n'imagine pas ce que c'était lorsqu'on avait 14 ans, 15 ans, d'être victime de Jeffrey Epstein et de son réseau. Et donc, elle passe avec des photos en disant, regardez, c'était moi, cette petite fille. C'était moi, son voilà. Alors attention, hein, ce spot, je vous l'avais déjà passé une fois. C'est un spot qui est... c'est un clip... il n'est pas forcément très facile à vivre, mais il est important. Et c'est aujourd'hui encore plus important, alors qu'il y a tous ces efforts d'empêcher la sortie de la vérité, de se souvenir pourquoi on combat, que l'on soit Marjorie Taylor Greene ou simplement vous ici, nous ici. Donc vas-y Thomas. The DOJ says there might I suffered so much pain. So much pain. So much pain. I suffered so much pain. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. There are about 1,000 of us. It's time to bring the secrets out of the shadows. It's time to shine a light into the darkness. Ah, c'est fou de se dire que la conclusion de ce clip, malgré le passage d'une loi votée à l'unanimité, moins une voix à la Chambre des représentants, votée à l'unanimité au Sénat, la fin de ce clip, en disant voilà, il est temps d'éclairer ce dossier de la vérité et de sortir la totalité de dossier Epstein,
on en est toujours là. On en est toujours là. Ça n'a pas changé. Et on va faire juste une petite pause et on se retrouve tout de suite. Je comprends du coup, quand on regarde cette vidéo, je comprends la motivation de Marjorie Taylor Greene qui s'est retrouvée dans cette pièce avec ces femmes et qui a compris sa naïveté. Et elle continue son récit dans cet article extraordinaire. Vraiment, allez lire de cette interview-là. Et encore une fois, ce n'est pas un soutien politique à Marjorie Taylor Greene, loin de là. Mais je parle ici de l'être humain. Et donc, elle explique que c'est à partir de ce moment-là que non seulement les pressions de la Maison-Blanche, on va y revenir, sont devenues de plus en plus fortes contre elle, mais que c'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'au lieu de se taire, elle allait faire le contraire, et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de rejoindre Ro Khanna, un démocrate de Californie. C'est déjà. On se souvient comment nous étions surpris Californie. d'avoir annoncé ça aussi. C'était vraiment personne ne pouvait voir ça venir. Non, personne ne pouvait le voir venir, et de Massey pour permettre cette discharge petition, parce qu'on le rappelle de son côté, et elle revient là-dessus dans l'article, des efforts de Johnson pour ne pas permettre cette vérité. Discharge petition parce qu'il ne voulait pas faire que l'Assemblée, la Chambre des représentants vote sur une loi sur l'affaire Epstein, et tous ces efforts, elle revient aussi dans son interview, pour empêcher, donc en envoyant en vacances plutôt que prévu l'été, et puis ensuite pour empêcher que Adelita Grivalda, l'élu démocrate de l'Arizona, ne puisse pas être officiellement installé comme élu pour être cette 218e signature. Il ne faut jamais l'oublier, c'est pour ça que je vous le répète. Et donc, c'est là qu'elle lance son combat, et c'est là que ses problèmes avec Trump vont commencer vraiment à devenir extrêmement importants, et qui va se conclure par son divorce politique avec Trump. Et elle dit que ce divorce, en fait, c'est un constat qu'elle a fait, mais ça démarre de Trump. Elle devient une ennemie politique de Trump. Et elle dit oui, alors il y avait plein de choses. Il y avait le fait que nous n'étions pas d'accord sur le fait qu'il disait que la crise sur le coût de la vie, c'est un hoax des démocrates, l'histoire des visas, les H-1B, etc., etc. Mais elle dit, regardez, son point de rupture et le point de rupture de Trump avec elle, qui à un moment, on se disait, est-ce que Donald Trump, lorsqu'on revient dans cette période de l'entre-deux mandats de Trump, donc sa période où il était candidat en permanence, est-ce que Marjorie Taylor Greene va devenir une candidate à la vice-présidence de la part de Donald Trump sur un futur ticket? En tous les cas, elle a toujours été là. À un moment où les républicains, après 2021 et le 6 janvier, se disaient, bon, peut-être qu'il est cuit politiquement. Non, Donald Trump, qui l'a toujours aussi publiquement soutenu, le divorce est réciproque. Et elle dit, à la fin, c'est à cause d'Epstein. Cette phrase, it was Epstein was everything. Trump était prêt à accepter tout, y compris d'avoir dans son camp quelqu'un qui remette en question certaines décisions politiques de Trump, tout sauf Epstein. C'est parce qu'elle a décidé de prendre le camp des survivantes que Trump a essayé de la tuer, non seulement politiquement, mais aussi, on s'en souvient, ces fameux messages sur Truth Social où il la désigne sous ce nouveau surnom de Marjorie Traitor Brown, donc en expliquant que c'est une traîtresse et qui fait qu'elle va se retrouver avec des menaces et le besoin de prendre une protection. Ça menacer sa famille aussi. Menacer sa famille, ses enfants, Exactement. ses filles. Elle a 2 filles. Tout ça, Epstein. Tout ça, c'est lié à Epstein. Et le pire est à venir. Ouais, donc, c'est vrai. Le pire, c'est cette déclaration-là.
Le pire, c'est cette déclaration-là. Vous venez de voir ce spot avec ces femmes qui commencent en parlant de la douleur. Et donc, Marjorie Taylor Greene, à un moment, après la conférence de presse, lorsqu'il y a un coup de téléphone avec Donald Trump, et elle lui dit ce qu'il faudrait faire, c'est justement pour éviter cette crise politique, parce que Trump ne veut plus qu'elle parle de tout ça. Marjorie Taylor Greene dit, vous devriez inviter certaines de ces survivantes à la Maison-Blanche. Maintenant que nous sommes à 218 signatures, que ça va devenir une loi, invitez-les à la Maison-Blanche. Et là, regardez la réponse de Donald Trump, qui est en colère, angrily. Donc, non seulement il est en colère, mais il lui dit que ces survivantes ne méritent pas l'honneur d'être reçues à la Maison-Blanche, qu'il ne souhaite pas les rencontrer et qu'elles ne méritent pas l'honneur d'être invitées à la Maison-Blanche. Et c'est la dernière conversation entre Marjorie Taylor Greene et Donald Trump. Il a refusé depuis. Elle avait essayé dans la foulée de le rappeler plusieurs fois. Il ne la prenait plus au téléphone. On avait vu ces échanges de textos avec l'assistante de Trump où Marjorie Taylor Greene essayait de lui parler pour lui demander, par exemple, d'arrêter de la traiter justement de traître, etc., etc. Et donc voilà, Donald Trump, président des États-Unis, considère, dans un monde normal, cette déclaration-là serait la mort politique de n'importe qui. À juste titre, Oui. il considère que ces femmes qui ont été abusées, qui ont été manipulées, qui ont été échangées, qui ont été trafiquées, alors qu'elles avaient 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, ne méritent pas, le mot mérite, ne mérite pas l'honneur d'une visite à la Maison-Blanche. Je vous ai montré ce clip de ces survivantes. C'était parce que je savais qu'on allait arriver à ce moment-là. Et pour moi, c'est inconciliable cette idée de voir le courage de ces femmes-là, la douleur de ces femmes-là, et d'avoir le président de tous les Américains qui dit non, ne mérite pas d'être à la Maison-Blanche. Et c'est ce moment-là qu'elle divorce, c'est à ce moment-là que Marjorie Taylor Greene dit voilà, c'est terminé avec Donald Trump. Et sincèrement, c'est impossible de ne pas la comprendre. Parlant des survivantes, et avant d'aller sur la dernière révélation de cette interview de Marjorie Taylor Greene, je voudrais qu'on voit, pour que vous compreniez pourquoi ces femmes méritent notre considération, notre attention, notre soutien, et méritent bien plus que le locataire actuel de la Maison-Blanche l'honneur d'y être invité. Je vais vous montrer cet email qui fait partie de ces documents qui ont été rendus publics. Ces 100 000 et quelques documents qui ont été rendus publics, qui datent de 2008. De 2008. Au moment où elles vont être trahies à nouveau. Elles vont être trahies à nouveau parce qu'on se prépare du côté des avocats et du côté des enquêteurs du FBI qui ont hérité, on s'en souvient dans la chronologie tout à l'heure, que grâce à un des policiers de Palm Beach qui n'était pas satisfait de ce qui était en train de se passer au niveau de Palm Beach, ils ont été informés. Un policier a pris la décision de venir informer le FBI en leur disant « Vous devriez enquêter sur cette affaire-là ». Et donc,
il y a toute cette procédure où on va inculper Jeffrey Epstein de plusieurs crimes, lui et ses complices. Et tout ça ne va pas aboutir parce qu'il y a cet accord qui va être négocié entre Alex Acosta, futur ministre de Donald Trump, et Jeffrey Epstein. Et on voit l'enfer que les victimes, les survivantes qui en 2008 vont vivre, en 2008, je me répète, mais c'est volontaire, pour tenter de faire tomber Jeffrey Epstein en 2008. Vous allez voir, il y a ces deux parties, donc, où on explique, où il y a le grand trait rouge, c'est pour cacher l'identité de ces filles qui ont accepté, elles ont accepté de venir témoigner, elles ont eu ce courage de venir témoigner, ces adolescentes. Et donc là, on apprend que les avocats de Epstein, je vous rappelle qu'un de ces avocats était Dershowitz, utilisent tout ce qui est dans leur arsenal pour les faire craquer, pour les harceler. À ce moment-là, il faut savoir que ces jeunes filles, leur nom est fuité à la presse locale pour expliquer qu'en fait, elles s'occupaient d'un réseau de prostitution. Ce sont les victimes qui deviennent les accusés. Epstein a passé une partie de son argent à engager des avocats pour poursuivre pour diffamation ces familles-là, dont la plupart, la vaste majorité, viennent d'un milieu extrêmement populaire, pour ne pas dire pauvre, parce que évidemment, c'est dans ces milieux où il y a des enfants de couples divorcés, où il n'y a pas de figure paternelle, où l'argent est rare, que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell vont venir recruter l'essentiel de leurs victimes. Et donc, elles vont subir un véritable enfer pour protéger Jeffrey Epstein et ses complices. Et donc, lorsque Donald Trump explique qu'elles n'ont rien fait qui mérite l'honneur d'être reçues à la Maison-Blanche, regardez, Thomas, si tu peux nous zoomer ce deuxième paragraphe juste en dessous, en expliquant qu'il y a des tentatives de venir les aider, mais c'est extrêmement difficile. Et donc, regardez le dernier paragraphe. J'ai aussi prévenu donc un agent, un membre de l'équipe des procureurs, qu'une de nos victimes a essayé de se suicider la semaine dernière. Nous sommes en 2008 et cette conclusion en disant « Soyez patients, sincèrement, on n'a plus le temps d'être patient. Il faut en finir avec cette affaire-là parce qu'on nous demande la patience alors que ce groupe d'avocats, d'inspecteurs travaillant pour Epstein est en train de tenter de détruire tous nos témoins. » La suite de ça, c'est quoi? C'est le sweetheart deal. C'est-à-dire qu'on va dire à ces victimes, non, votre témoignage ne nous intéresse plus. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cet accord qui a été signé entre Epstein et Acosta, négocié par Ken Starr, et qui, jusqu'en 2018 et les révélations de Julie K. Brown, restera le modus operandi qui a protégé Epstein et ses victimes. Et donc voilà, quand on voit cette force qu'il fallait et cet enfer, c'est un autre aspect de l'enfer, souvent on oublie d'en parler, c'est que l'enfer de ces victimes ne s'est pas arrêté le jour où elles sont sorties des griffes de Epstein et de Ghislaine Maxwell. L'enfer s'est poursuivi et se poursuit encore aujourd'hui lorsque votre nom n'est pas protégé par le département de la justice et apparaît 20 ans après dans les médias.
et que ces gens-là, le président des États-Unis, ose dire qu'elle ne mérite pas l'honneur d'être reçue à la Maison-Blanche, je crois que peut-être, jusqu'à preuve du contraire, c'est la pire déclaration de Donald Trump. Dans cet article du New York Times, dans cette interview, Marjorie Taylor Greene conclut son récit de cette affaire Epstein qui est everything, qui est tout, par ce souvenir de cette dernière conversation avec Donald Trump. Donald Trump qui est en train de lui hurler dessus. On a le même témoignage avec Boebert, un Donald Trump qui essaye d'intimider. Oui, je sais, c'est un comportement de prédateur, d'homme qui abuse de femmes. Et donc, elle explique que il hurlait tellement fort, que tout le monde qui travaillait à la Maison-Blanche pouvait entendre dans le bureau à côté Donald Trump en train de hurler. Et donc, lorsque Marjorie Taylor Greene arrive à reprendre la parole, elle explique à Donald Trump qu'elle ne comprend pas pourquoi il s'oppose à ce que le dossier Epstein soit rendu public. Elle en avait raconté une première partie en expliquant que la sortie du dossier viendrait heurter, blesser, handicaper certaines personnes. Là, elle va plus loin. Elle dit que Donald Trump lui a dit « My friends will get hurt ». Mes amis, les gens qui me financent, qui sont des membres de Mar-a-Lago, seraient blessés par la révélation du contenu du dossier Epstein. Évidemment, je vous ai mis aussi en avant ce tweet de Sarah Langwell, la rédactrice en chef du Bulwark, qui rappelle une chose. Donald Trump a un seul ami. Il en avait deux. Il en a eu un pendant 17 ans. Jeffrey Epstein. Mais en général, Donald Trump, et je suis d'accord avec elle, est intéressé uniquement par Donald Trump. Et quand Donald Trump dit à Marjorie Taylor Greene qu'il ne veut pas que le dossier Epstein, il le dit, il ne s'accroche même pas, il ne se cache même pas, il ne veut pas que le dossier Epstein sorte, il dit c'est pour protéger mes amis. Je pense qu'il s'agit ici uniquement d'une part de la vérité et que, évidemment, la deuxième part, c'est mes amis et moi-même. Oui. Cette idée de protéger ses amis, vous l'avez évidemment dans le recyclage de Alex Acosta, qui devient ministre sous Donald Trump. Vous l'avez au cœur du Sweetheart Deal conçu par Acosta sous la présidence de George W. Bush. Un système dénoncé pour la première fois par Julie K. Brown, surveillé par l'administration Trump en 2019. Administration Trump sous la responsabilité de laquelle Jeffrey Epstein sera enfermé et sera retrouvé mort un matin d'août 2019. Et vous l'avez en juin 2024, lorsque l'intégralité de la réponse de Donald Trump lors d'une interview à Fox News, en prime time, cette ligne que vous allez voir ne sera pas passée dans son intégralité. À un moment, la journaliste demande à Donald Trump s'il est prêt à sortir tous les dossiers. Vous savez, on est dans l'état profond, etc., etc.
Et donc, on lui dit, le dossier JFK, oui, je l'ai déjà fait d'ailleurs, en partie. Et puis, on arrive à la question, et le dossier Epstein, oui, c'est l'extrait que vous allez voir sur Fox News. Mais la totalité de la déclaration, c'est oui, mais. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, Donald Trump, qui n'est pas président des États-Unis, qui n'a pas accès, ou qui n'a plus accès au dossier Epstein, c'est que derrière Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, il y a les financiers de la campagne, certains financiers de la campagne de Donald Trump, il y a certains membres historiques de Mar-a-Lago, il y a certains de ses amis et il y a peut-être lui-même. Et du coup, écoutez, vous allez voir comment déjà, avant même d'être président, en juin 2024, il mettait sur pied la défense qu'il a utilisée pour justifier sa décision à Marjorie Taylor Greene. Vas-y Thomas. I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there because there's a lot of phony stuff with that whole world. But I think I would. Donc voilà, est-ce que vous allez sortir le dossier? Oui, mais moins en fait que ce que je viens de vous dire les autres, parce que vous ne voulez pas venir handicaper, vous ne voulez pas venir impacter la vie de certaines personnes, parce que vous savez, dans ce dossier, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Alors ce qui est fou, c'est que Donald Trump, avant ce moment-là, n'a jamais parlé de cette idée qu'il y a de fausses choses dans le dossier Epstein. Parce que vous savez, dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses fausses. C'est en juin 2024. Vous avez, à travers ces mots, ce qui est en train de se dessiner, c'est un hoax, ce qui est à l'intérieur. Ne croyez pas ce qui est à l'intérieur. Et puis, vous savez quoi? Il ne faut pas le sortir parce que ça va venir impacter mes amis et sûrement moi-même. De la chronologie à la remise en perspective de choses qui se sont dites, y compris par Donald Trump il y a 1 an, il y a 1 an et demi, est en train de se dessiner l'image de la réalité du dossier Epstein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'étau est en train de se resserrer contre la Maison-Blanche. C'était une édition spéciale de La Chute.